Bonjour à tous, cette semaine on a l'occasion de pouvoir tester le iX1 xDrive 30. On est à la concession BMW Envergure de Charleville-Mézières sur la zone de la Croisette et on va aller pouvoir tester cette magnifique voiture qui est vraiment très belle et qui est très optionnée. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Et voici, nous sommes arrivés au château de Montcornet, à Montcornet, et on va faire le tour de ce BMW iX1 xDrive i35. 30, pardon, pas 35. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce véhicule d'un point de vue extérieur? Alors déjà, on est sur une très belle finition, on est sur la finition M. Résultat, on a un très beau pare-choc qui est très sportif, puisque c'est la finition haut de gamme et qui se veut résolument sportif de BMW. On a une calandre qui est typique de BMW avec les haricots. Franchement, encore une fois, on pourrait se dire on est sur une électrique, donc c'est pas nécessaire de retrouver cette grande calandre qui fait radiateur. Mais en même temps, ça nous permet de pouvoir cacher un excellent grand capteur au milieu, bien au milieu de la voiture. Souvent on l'a plus bas, et ici on l'a bien en haut, bien au-dessus. Et vu sa taille, il doit être très bien et il est très fonctionnel. Ça nous permet aussi, cette grande calandre, de pouvoir cacher cette petite caméra qui, pareil, est très bien placée et va nous donner une excellente vue quand on va regarder la caméra arrière ou les choses comme ça. Donc, résultat des courses, au final, cette calandre qui pourrait paraître un peu imposante et intrusive, bah non, finalement, elle permet quand même de cacher justement d'autres choses qui seraient beaucoup moins esthétiques. Et franchement, cette calandre noire mélangée avec cette couleur-là, je trouve que ça lui donne un bon caractère et elle est très jolie de cette manière-là. Alors, faisons un peu le tour de la voiture. Sur l'avant, on ne va pas en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'on est vraiment sur une BMW. Le côté, comme on peut le voir, c'est quand même un SUV, donc c'est quand même assez grand. On est sur le petit SUV, c'est la X1, et pourtant on a une belle taille. Il a un peu grandi, je crois, avec les années, un peu comme toutes les voitures finalement. Et celui-ci, la ligne, il n'y a pas grand-chose à dire, elle ressemble à une BMW. On a des belles jantes, moi j'aime beaucoup, encore une fois, on est sur une finition qui est un petit peu haut de gamme ici. Mais on a des belles jantes à mélanger avec le gris et noir, je trouve que toujours sur les jantes, ça rend toujours très joli. Bien sûr, on a le petit logo M, ça ne trompe pas sur la finition de la voiture. Sur le côté, je voulais juste reparler un petit peu aussi des poignées de porte, que j'aime beaucoup personnellement, parce que je trouve que c'est un bon compromis entre les poignées qui sont absolument rentrées et qui font corps avec la carrosserie, où on est obligé d'appuyer ou qui sortent un petit peu par appendice, et les poignées de porte qui sont, elles, vous voyez en plus, très marrant, il suffit de passer devant pour fermer et ouvrir la voiture, et ce tout simplement parce que j'ai la clé dans ma poche. Pour en revenir à ces poignées, je disais, moi j'aime bien celle-ci parce que au final on a un esthétique qui est plat sur l'extérieur, et pourtant on a quand même bien une poignée qui nous permet de bien la prendre, et franchement moi j'aime beaucoup. On retrouve exactement la même à l'arrière, évidemment. Passons maintenant sur l'arrière du véhicule. Alors l'arrière du véhicule, je suis un peu moins fan de ces nouveaux phares de BMW. Quand on regarde comme ça un petit peu et qu'on s'arrête, on ne va pas regarder le logo, on va s'arrêter un petit peu avant, et j'ai un peu l'impression d'avoir une Skoda. Mais en dehors de ça, encore une fois, on reconnaît quand même bien la ligne BMW. Et je crois que c'est ça aussi qui est intéressant chez BMW, c'est qu'ils savent maintenir la tradition tout en étant innovants, et plutôt, ils font jamais de révolution, en tout cas sur l'esthétique, mais ils font des évolutions. Et ces évolutions sont toujours bien vues parce que je trouve qu'elles se marient bien avec leur temps. Et finalement, on regarde une BM d'il y a 40 ans et une BM d'aujourd'hui, facilement il y a des traits qui les distinguent et qui les comparent en même temps. Bref, une BM. On va voir maintenant un petit peu ce que nous donne l'espace intérieur. On va commencer par le coffre, ensuite on ira à l'arrière.
et puis on ira sur le poste avant. Entre les deux, on dépliera les sièges pour voir un petit peu toute la surface qu'on a. Alors, ouvrons ce coffre. Bon, j'ai la télécommande dans la poche, je pourrais sortir la télécommande, appuyer sur le bouton. En l'occurrence, je vais appuyer ici et c'est un coffre électrique. Encore une fois, cette voiture est vraiment très bien optionnée. Le coffre. Classique maintenant, dans les voitures, on a toujours un double fond. Surtout, cette double fond est vraiment pratique dans les voitures électriques parce qu'il nous permet de pouvoir y ranger tout ce qui est câble et comme ça on garde une belle surface utile de coffre. Ici on a ce premier demi-coffre, mais regardez, on peut soulever encore et avoir une autre partie de coffre. Bon là on doit avoir sûrement les batteries, une partie des batteries ou quelque chose comme ça, mais on garde un petit rangement supplémentaire sur le côté qui peut nous permettre de mettre des choses supplémentaires. Hop. À l'arrière, dans ce coffre, on a des attaches qui peuvent nous permettre de mettre un filet. On a ici sur le côté une prise allume-cigare, toujours pratique. Et puis, on a sur le côté ici des petits crochets qui sont très bien intégrés dans l'espace pour poser la plage arrière. Et ben, on a des petits crochets qu'on a de chaque côté, hein, et qui peuvent nous permettre d'accrocher des sacs tout en baissant la plage arrière. Je trouve que c'est vraiment bien vu. La plage arrière également, hein, vous voyez, elle est coupée en deux. Il y a deux parties de plage arrière. Et ce qui est pratique parce qu'on peut aussi du coup poser des choses ici qui ne seront jamais susceptibles de se relever quand on ouvrira le coffre. Voilà pour cet espace. On va laisser le coffre ouvert. On va aller voir les places arrière pour ensuite les déplier. Bon, on parlera de la portière quand on ira à l'avant. On va directement s'installer et voir ce que ça donne au niveau de la position. Alors, moi je suis 1m80, le siège avant est réglé pour moi. Le siège avant, vous avez remarqué, il est un peu spécial, mais on en parlera après. Je suis installé pour moi, de moins 1m80. Forcément, on est dans un SUV, donc on est plutôt bien installé. C'est confortable, les sièges sont agréables. On est sur des sièges, je crois que le mieux c'est de faire le tour pour pouvoir mieux voir. Et du coup, on est sur des sièges, comme je disais, qui sont Alcantara et simili-cuir. L'arrière, on a ici deux aérateurs, tout simplement, avec la petite molette traditionnelle, et on a deux USB-C. On a un petit rangement en dessous qui peut nous permettre de poser des choses. C'est une espèce de vide-poche où on peut mettre plusieurs choses. Et puis sur les sièges arrière, on a des petits filets. Concernant le siège, on a une console centrale ici. Je vais retirer mes gants, ça sera plus pratique. Où on peut distinguer qu'on a classiquement deux porte-gobelets. Alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé de ce toit vitré magnifique qu'on a sur l'ensemble du véhicule et qui permet aussi du coup à l'arrière d'avoir une excellente visibilité et franchement c'est super agréable. Bien sûr, c'est aussi une option sur ce véhicule. Alors, avant de passer à l'avant, on va regarder ce que donne le dépliage des sièges pour voir la superficie totale de la voiture. Et moi j'aime bien ce petit système. Vous voyez, on a des petites languettes ici sur le bas de chaque siège. Donc on est en trois parties et il suffit de tirer dessus pour pouvoir le déplier complètement. Donc là par exemple, du coup avec la conduire centrale, ça nous fait une trappe à ski, tout simplement. Mais vous allez voir, je sors du véhicule. Hop. Et très simplement, hein, même comme ça, de la façon dont je suis sorti. Et on a des languettes de chaque côté qui permettent de pouvoir le déplier entièrement. Et du coup, ça va nous donner une superficie arrière. Je vais déplier le dernier siège, mais hop, vous pouvez voir que ça nous donne une superbe superficie. Forcément, on est dans un SUV encore, donc on a beaucoup de place avec les sièges dépliés. Du coup, passons à l'avant et commençons par l'ouverture de la portière. Alors on va parler un petit peu de cette portière, on n'en a pas parlé à l'arrière, mais du coup on a une très belle finition. Encore une fois, on a des options avec ici le système audio Harman Kardon. Bon, fatalement ici on a des mémoires de sièges parce qu'on a des sièges électriques. Et puis
on a du simili-cuir encore sur toute la portière. Et franchement, c'est du plus bel effet. Elle est jolie aussi, c'est cette poignée qui est esthétiquement très jolie. Pareil pour l'ouverture ici. Le vide-poche, lui, est assez profond. Alors, on va tout de suite aller à l'intérieur et puis on va parler des sièges quand on sera de l'autre côté. Alors, parlons un peu de ces magnifiques sièges. Donc c'est une option, hein. C'est une option sur la voiture. Des magnifiques sièges baquets qui sont M Sport et avec l'appui-tête intégré. Et franchement, ils sont du plus bel effet en alcantara milieu et simili-cuir sur le côté. On va regarder un petit peu ce que donne ce poste de conduite et voir un peu comment on est à l'intérieur. Alors, première chose, on est dans une BMW, c'est assez luxueux, les matériaux sont de bonne qualité. On peut regarder sur le tableau de bord, il est matelassé, il est moussé. On a un très bel écran, enfin 2 écrans précisément, mais qui forment une seule grande dalle, qui est toujours un petit peu orientée du côté conducteur. C'est la marque de fabrique de BMW depuis longtemps, hein. On privilégie un petit peu le poste de conduite, bien que, vu l'inclinaison, le passager peut très bien en profiter aussi au final. On a des petits aérateurs qui sont bien placés, on en a un grand au milieu ici. Et puis on va regarder un petit peu le poste de conduite. Alors sur le poste de conduite, je vais démarrer la voiture avec le bouton Start. Hop, on a un petit son qui nous accompagne. Alors, dans cette voiture, on a déjà un magnifique volant, tout de cuir gainé. Et sur ce volant, on distingue qu'on a un excellent point de vue sur le tableau de bord. Sur ce volant, on a sur la droite ce qui correspond au contrôle de l'infodivertissement, hein, la musique, le téléphone, l'assistant vocal. Assistant vocal qui est très performant, on aura l'occasion de le tester. Et puis on peut ici très simplement changer un petit peu l'esthétique de l'interface. Avec aussi, si on va par ici, on peut changer également le milieu pour avoir soit sa musique. Ici, on a le centre de gravité. Bon, sur un SUV, c'est un petit peu moins utile, mais pourquoi pas. Et puis la carte ou d'autres infos sur le véhicule. Perso, avec la carte, hop là, c'est plutôt sympathique. Ensuite, de l'autre côté, là, on a le régulateur de vitesse. Donc, le régulateur de vitesse où on peut bouger sa position. En dessous, on a le mode. Le mode va nous permettre de pouvoir voir le limiteur ou le drive assist. Et c'est des éléments qui sont assez intéressants de jouer avec pour le maintien et le contrôle de la voiture pendant les phases de régulation de vitesse. On a le bouton 7. Alors le bouton 7, il est très sympa. Qu'est-ce que nous permet le bouton 7? Il nous permet tout simplement de pouvoir se caler sur, hop là, est-ce qu'on va bien le voir, sur la limitation du panneau. Alors, c'est à noter que c'est plutôt assez performant. La lecture des panneaux, honnêtement, il s'en sort plutôt bien. Quand on est à 50, quand il lit 50, pardon, c'est bien 50 km/h. Quand il lit 70, 90, etc. Ce qui fait que du coup, ce petit bouton est super pratique parce que dès qu'on croise un panneau, on peut très bien appuyer sur 7 et il va automatiquement se caler par rapport au panneau qu'il a lu. Donc ça, c'est très pratique pour éviter d'avoir toujours à jongler avec ces petites touches du plus et du moins, qui d'ailleurs honnêtement sont pas super pratiques, donc c'est très bien qu'on puisse avoir le 7. À savoir aussi que avec l'assistant vocal, on peut le régler aussi. Mais ça, on parlera quand on fera un petit point sur l'assistant vocal qui est vraiment très intéressant. Ah, on remarque aussi qu'on a une palette. Alors on a une palette, mais seulement du côté gauche. Elle n'est pas du côté droit. Cette palette, c'est intéressant, c'est simplement, il y a marqué Boost, et elle nous permet pendant 10 secondes d'avoir une accélération plus franche sur la pédale. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir tout simplement si on veut dépasser un peu vite quelqu'un ou qu'on a besoin d'un peu plus de puissance pour se sortir d'une situation, et ben plaf, on appuie une petite fois sur ce boost et ça nous donne un peu plus de rapidité. Ça peut être pratique. Alors autrement, l'interface est très jolie. Et le volant aussi, ah ouais, le petit M ici, c'est chouette. Hein.
Donc on est sur sûrement aussi un volant lié à la finition sport. Je rappelle qu'on est sur une voiture qui est vraiment très bien optionnée. Je vous dirai le prix un peu après. Alors si on continue un petit peu sur l'espace à bord, on va s'attarder ici. Alors on remarque qu'on n'a pas beaucoup de boutons, hein. Tout va se faire sur l'écran comme on va le voir après. Mais on a juste un ou deux boutons qui sont quand même intéressants, hein. Les dégivrages avant-arrière, c'est toujours intéressant de les avoir. Et puis, si on descend un peu plus bas, on a ici un grand espace pour le chargeur à induction. Alors, grand espace, il est plus que nécessaire au final, hein, parce que notre téléphone ne va pas être aussi grand. Mais j'imagine que cet espace si grand est peut-être dû au fait que, par exemple, si vous avez un téléphone pliant comme le Z Fold ou quelque chose comme ça, j'imagine qu'on peut même le laisser dépliant et ça nous rajoute quasiment une tablette dans le véhicule. A noter qu'on a une petite barre ici qui peut permettre de bien bloquer son téléphone pour éviter qu'il ne bouge ou qu'il chahute. Sûrement fait exprès justement dans le cas où on a un téléphone plus petit et plus classique pour éviter qu'il se trimballe sur ce grand espace. Juste en dessous, on a les porte-gobelets. Alors les porte-gobelets, c'est assez sympa quand même parce qu'ils sont assez avancés, ce qui fait que au final, quand on regarde, on a la position de conduite. Regardez, j'ai un bon maintien sur cette longue tablette centrale. Et résultat, le fait que le porte-gobelet soit un peu plus loin, eh ben, c'est au contraire plutôt agréable que de l'avoir trop près de soi. Autre chose du coup, sur ce grand accoudoir central, on peut remarquer qu'il est bien large d'ailleurs. Et on a une ouverture. Ça nous fait un rangement ici. Alors il est petit le rangement, hein, on ne va pas aller très loin. On peut mettre les cartes de recharge ou quelques pièces ou des petits éléments comme ça, mais on ne mettra pas grand chose. Et c'est assez... Bon, c'est sympa, mais c'est un peu embêtant qu'il se trouve quand même que du côté conducteur, parce que du coup le passager ne peut pas vraiment en profiter. Mais j'imagine que c'était contraint par la largeur, enfin la longueur qu'il fait. Au niveau rangement, on a aussi en dessous, alors d'ici de votre côté, on ne le voit pas trop. Ici, on a une petite barre, sûrement pour tenir cette grande centrale, console centrale. Mais par contre, du coup, il y a un peu moins d'espace, alors que moi, de mon côté, il n'y en a pas. Ce qui me permet de pouvoir accéder partout et d'avoir un grand espace de rangement qui va être en même temps pas très visible. Donc ça, c'est chouette. On peut mettre un peu son bordel en dessous. Ça ne sera pas visible dans la voiture. Et ça, c'est plutôt bien vu. On va commencer à parler un petit peu des boutons qu'on a sur cette console centrale ici. Alors, bien sûr, on a le Start and Stop, hein, pour démarrer. En dessous, on a le levier de vitesse qui va nous permettre de faire le R, le N et le D. Alors, on a aussi le B. Donc, je vais vous montrer. Pour aller au D, on descend. Je rappuie une fois pour aller au B et je rappuie pour passer au D. Et en fait, je peux jongler en appuyant sur D et B, jongler entre les deux modes. Alors, pourquoi ça peut être intéressant de jongler entre les deux modes? Tout simplement parce que le B va correspondre à la régénération. Et honnêtement, ce mode, il va être pratique en ville ou dès qu'on sort des voies rapides, parce qu'au final, il va vraiment nous donner pas mal de régénération et on va pouvoir vraiment s'arrêter plus facilement. Autant le D, sur les voies rapides, c'est plus pratique parce qu'on a plus de fluidité. Maintenant, je vais parler du D dès maintenant sur une action qui est quand même intéressante. Ça s'appelle l'adaptative. Et alors l'adaptative, je vais en parler tout de suite. Vous voyez, il est marqué ici sur le tableau de bord. Et en fait, l'adaptative, qu'est-ce que ça permet? L'adaptative, en fait, la voiture va être intelligente. Et la voiture va apprendre notre méthode de déplacement. Et comment on fonctionne. Je vais citer un exemple. Je fais toujours le même trajet pour aller de mon travail à mon domicile. Sur la route, je vais avoir 3-4 stops, peut-être 4-5 feux rouges. Il va localiser avec le GPS et par l'habitude de faire le même trajet, il va savoir où se trouve chaque feu rouge et où se trouve chaque stop. Ce qui fait qu'en fait, il va anticiper à chaque fois qu'on arrivera près d'un de ces éléments, il va commencer à freiner avant nous même, parce qu'en fait, il s'adaptera et il aura compris le trajet. Alors ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt novateur. Je trouve que c'est une bonne solution sur la voiture autonome, entre guillemets, où pour le coup, c'est pas autonome, mais c'est aidant. Alors, on est d'accord, ça peut paraître intrusif quand on en parle comme ça, mais à l'usage, c'est plutôt agréable. Continuons un peu dans les boutons. Alors, dans les boutons, bon, on a le P.
mais on a ici le My Mode et l'Auto Hold, et puis un autre petit bouton avec les petites barres. Tout simplement, on va commencer par le My Mode. Je clique dessus, et en cliquant dessus dans l'interface, tout simplement, ça nous permet d'accéder rapidement au mode de voiture sport, efficient ou autre. Alors, ici, on peut voir par exemple qu'on a Digital Art. Alors, celui-ci, il est juste rigolo, il est esthétique. On peut avoir plusieurs styles, comme ça qui nous donnent des tableaux de bord plutôt esthétiques. Mais pour le coup, celui-ci, c'est purement esthétique, c'est pas un mode de conduite qui va nous faire quelque chose. Donc, je reviens sur le mode, je me mets en efficient par exemple. Hop, ça c'était juste pour montrer le bouton qui se trouve ici. Et en dessous, on a le bouton qui correspond au réglage de la voiture plus précisément. Donc on a les aides à la conduite, on a la propulsion et châssis, et puis les éléments de recharge. On a énormément de choses qu'on peut paramétrer. Alors dans les aides à la conduite, on peut vraiment régler, mais aller très précisément sur plein de choses. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qu'on peut régler, mais on peut régler vraiment énormément de choses. Il y a plusieurs réglages. Alors je vais citer 2-3 exemples de choses qu'on peut régler. Hop, excusez-moi, je me remets en P. Je vais citer 2-3 choses qu'on peut régler qui sont assez intéressantes. La première chose que je trouve chouette, c'est qu'on peut très bien régler sa vitesse. Alors par exemple, si on dit le régulateur de vitesse se met, je vais dire une bêtise, à 90, mais nous, on veut que quand il soit mis à 90, en fait, la voiture soit plutôt à 110, et c'est quelque chose qu'on peut régler dans les paramètres. Donc, bon, pourquoi ça nous sert, je ne sais pas, peut-être la volonté de dire qu'on va plus vite, mais en tout cas, on peut aller très loin dans les paramètres. De même, il y a des réglages comme par exemple le fait que si on est en régulateur de vitesse, si on a une voiture sur la droite, on ne peut pas la doubler. On a une option, on peut cocher ou décocher ça. Si on le décoche, qu'il y ait une voiture sur la droite, il s'en foutra, il dépassera sur sa ligne. Par contre, si on l'active, une voiture sur la droite, il restera toujours derrière, jamais il n'ira doubler la voiture sur la droite. C'est énormément de réglages, énormément de possibilités. Et du coup, c'est là où je vais parler aussi, j'en profite tant qu'on est dans l'immensité des réglages de la voiture, pour parler de l'application en 2 mots, l'application BMW. Il y a une chose qui est super sympa, c'est qu'en fait, il y a tellement de réglages et tellement de choses, que ce que je trouve qui est chouette, c'est qu'en fait, on va tout enregistrer dans son profil téléphone. Donc quand on a une BMW, on va avoir son téléphone, une application, tout notre profil va être dedans. Et si on rentre dans une nouvelle voiture, il suffira de flasher le flash code qu'on aura sur l'écran de la voiture pour intégrer notre profil dans la voiture et pouvoir retrouver exactement l'intégralité des réglages qu'on aura effectués dans le véhicule. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle astuce. Et c'est vrai que du coup, ça fidélise aussi. Hein. On a envie d'avoir une BMW parce que on n'a pas envie comme on a un Apple, pour ne pas s'embêter à changer tous nos réglages à chaque fois, et au final, on transfère nos réglages de voiture en voiture. Et donc, on va même louer une voiture, on va pouvoir partager ses réglages. Ça, je trouve que c'est vraiment un chouette truc. Une autre chose que je voulais parler par rapport justement à ces systèmes d'aide et de réglages assistés, malheureusement, ça n'existe pas en France, c'est seulement en Allemagne. Mais la voiture, je disais qu'elle était capable d'apprendre et de comprendre les actions du conducteur. En Allemagne, elle peut même aller encore plus loin. Alors en France, elle le fait aussi, elle peut communiquer avec les autres véhicules et avoir les informations sur ce qui se passe. On avait vu ça d'ailleurs dans notre essai sur l'ID-Buzz, où on avait parlé de ça parce que l'ID-Buzz était capable aussi de faire ça. Mais BMW va plus loin, mais malheureusement c'est valable qu'en Allemagne. Mais en fait, il est capable de communiquer avec des feux rouges ou d'autres éléments urbains qui font que la voiture va être capable de ne jamais griller un feu rouge. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, jamais il grillera un feu rouge parce qu'il communiquera. Bon, ça c'est valable qu'en Allemagne, mais c'est vrai que ça serait quelque chose qui est plutôt intéressant et je trouvais ça drôle de pouvoir vous le raconter. Ensuite, on va revenir sur cette console centrale. Et sur la console centrale, bon, on n'a plus cette molette. Hein. Ici, on avait une molette qui nous permettait de régler l'infodivertissement facilement, en plus du tactile ou par l'assistant vocal. Aujourd'hui, l'assistant vocal est quand même très performant, donc ils se sont dit on va se passer de la petite molette. Donc finalement, on se retrouve avec une face où on n'a plus que le volume qu'on peut régler ici par une molette, et puis 2 petites touches qui nous permettent de
de changer les plages. Une chose que j'aime bien et que je trouve rigolo, c'est que, regardez, toute la surface en fait est tactile. Donc même si j'appuie sur un des boutons, il va bien aller sur le bouton concerné, mais toute la surface est tactile. C'est rigolo. Bon, il y a un autre bouton, il y a un dernier bouton sur cette planche que je voulais évoquer, c'est celui de la caméra. Et ça, je le trouve plutôt sympathique. C'est ici, c'est le bouton de la caméra. Il suffit d'appuyer dessus et sur l'écran central, on accède aux caméras de la voiture. Et les caméras, faut être honnête, elles sont quand même super pratiques et aussi de très bonne qualité. Alors, on en a 4, hein. On en a même, je crois qu'on en a même plus que ça, parce que regardez, ici, on a un angle là, un angle là, un angle là, un angle là. Toujours est-il que du coup, on a une précision assez importante sur la voiture. Vous voyez là, je me suis mis sur la caméra de côté et on a un beau profil de la voiture en 3D et on peut distinguer exactement et très bien voir ce qu'on a sur le côté de la voiture. De même si je me mets de l'autre côté, et c'est très fluide, hein, et très joli. On voit exactement aussi ce qu'il y a sur le côté. On a fatalement là la caméra arrière et on peut noter, vous voyez, on a les barres et il suffit de tourner le volant pour que ça bouge. Bon, ça c'est classique. Et là on a une caméra encore un peu plus précise. On a différentes vues, hein. La vue parking, une vue panoramique pour avoir vraiment l'ensemble. Et là je vois qu'on a plus, on peut s'amuser à faire d'autres réglages dans les vues. Alors je reviens sur cette vue et ici on a une touche qui est intéressante, démarrer l'assistant de marche arrière. Alors qu'est-ce que c'est que l'assistant de marche arrière? C'est une option en fait assez intéressante, c'est-à-dire que la voiture enregistrera systématiquement 30 secondes de votre trajet ou de votre parcours en voiture, qui font que dès que vous vous arrêtez, si vous appuyez sur ce bouton, la voiture va reproduire les dernières 30 secondes que vous avez effectuées automatiquement sans que vous touchiez le volant. Alors pour ce mode, là où c'est important, c'est toujours d'avoir le pied sur le frein, parce que du coup, lui va faire ses 30 secondes de manœuvre, et ça va être à vous, en jouant avec le frein, de l'arrêter au moment où vous souhaitez vous arrêter durant ces 30 secondes. Mais c'est plutôt intéressant. Alors on n'a pas parlé du menu de climatisation. Le menu de climatisation, je voulais y venir parce que pareil, il est quand même assez complet. Alors on n'a plus de bouton physique quelque part, mais par contre il est accessible très rapidement par le bas du véhicule. On a donc les deux zones qu'on peut régler indépendamment l'une de l'autre, mais on a aussi les réglages. Ici, encore une fois, c'est parce qu'elle est très bien optionnée. On se retrouve avec le volant chauffant, les sièges chauffants, et du coup, on a même plusieurs niveaux de réglage pour chacun des éléments. Et ça, je trouve ça plutôt l'interface très bien faite, très logique et plutôt pratique. Alors, hop. Il y a une chose que je vais en profiter d'évoquer tant qu'on parle de sièges chauffants, etc. Chez BMW, alors on aime ou on n'aime pas, mais bon, celle-ci est très bien optionnée, on l'a compris. Mais par contre, on peut imaginer une voiture qui n'ait pas les sièges chauffants ou qui n'ait pas le volant chauffant. Mais en fait, l'option est dans le véhicule. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en fait, le système soit d'abonnement ou d'achat ultérieur peut quand même avoir quelques avantages. Et je vais vous donner l'exemple. Par exemple, la voiture, toutes les voitures BMW sont équipées finalement du volant chauffant et des sièges chauffants. Je prends l'exemple des sièges chauffants, ça pourrait très bien être deux options du véhicule. Mais je vais prendre ces exemples-là. Sont équipées de ces options, mais elles ne sont pas activées. L'intérêt, c'est que du coup, ça vous fait un véhicule moins cher à l'achat, où vous pouvez par après rajouter des options, ou même du coup profiter de Black Friday, etc., pour avoir des réductions pour pouvoir les acheter par l'application. Ça peut aussi permettre du coup d'avoir acheté un véhicule basique, parce que pour nous ça nous suffisait, on n'avait pas besoin de ces options-là, mais par contre à la revente, ben, ça permet au nouvel acquéreur de pouvoir se dire ben, tiens, ben, moi je veux rajouter des options parce que je les veux. Ben, au moins ça veut dire que l'acheteur s'intéressera quand même à votre véhicule parce qu'il aura quand même moyen d'avoir possibilité d'avoir ces options-là qu'il aurait voulu. Certains vont dire qu'on est prisonnier du coup de BMW et qui nous force à des achats d'abonnement ou d'achats ultérieurs. C'est possible, mais d'un autre côté, il y a aussi d'autres avantages qui sont intéressants à ce mode de fonctionnement. On va revenir sur le menu de la voiture. Alors le menu est plutôt fluide, hein. Il est très agréable au toucher. On a le GPS bien sûr, et puis on a des modules qu'on peut paramétrer pour avoir un accès facile. On peut en rajouter, on peut en enlever. On ne va pas aller trop dans les détails, hein, parce que
ça va être très très long, il y a tellement de possibilités. Il y a ici un menu un peu plus clair où il y a aussi des boutons qu'on peut attribuer, enfin des boutons, des touches, parce que rappelez-vous, avant chez BMW, on avait 6-7 boutons qu'on pouvait paramétrer et leur assigner des touches. Bah, ici, du coup, tout se passe sur l'écran tactile, mais on peut avoir un espace où on peut attribuer des éléments qu'on souhaite pouvoir paramétrer et changer soi-même. Il y a les petits carrés où on a accès à tout. Alors, vous voyez, c'est énorme le nombre d'options qu'on peut paramétrer dans le véhicule. Alors, on a quoi? On a même un drive recorder. Visiblement, on peut enregistrer quand on souhaite les caméras qui entourent le véhicule, un peu à la façon Tesla, j'imagine. On a le Digital Key, alors ça c'est sympa. On va pouvoir avoir la clé qui soit directement sur le téléphone. Quel intérêt que la clé soit sur le téléphone? Bah, fatalement, il suffit juste d'avoir le téléphone avec soi pour pouvoir ouvrir la voiture. Ou on va pouvoir envoyer une clé digitale à un ami ou quelque chose qui va pouvoir lui-même utiliser la voiture avec son téléphone quand il aura reçu la clé. Bon, ça peut paraître gadget comme ça, mais dans l'utilisation, je suis sûr que ça peut avoir un intérêt clair et précis. Voilà, bah, je crois que on va pas s'attarder beaucoup plus sur tout ça. Je pense qu'on a vu un petit peu l'ensemble des choses. Ah oui, j'ai oublié de vous parler, on a un affichage tête haute ici qui se symbolise par ça. Et alors, je ne sais pas si on va bien pouvoir le voir, si on va le voir un petit peu, mais fatalement, il flique avec l'appareil photo, enfin avec le téléphone. Mais vous voyez, on a les informations qui apparaissent au tableau, sur le pare-brise directement. Alors, c'est intéressant, on peut avoir les notions de navigation, etc. Et c'est plutôt chouette pour avoir une vision claire et nette. Et au moins, c'est pas un petit écran qui est sur le tableau de bord et qui nous donne des infos. Là, c'est directement sur le pare-brise. Donc, du coup, c'est transparent. On les veut, on les a pas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que d'une manière générale, l'écran tactile, enfin l'écran de vision de contrôle en face de nous est vraiment d'une grande qualité et il est assez grand et d'une grande visibilité. Donc, l'affichage tête haute, c'est un petit plus, mais je crois que ce n'est pas essentiel forcément dans cette voiture. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai commencé à évoquer un petit peu et on n'en a pas parlé plus que ça. Alors la première chose, c'est que je voulais parler aussi des habitudes. Donc la voiture, on a compris, elle est intelligente, elle va enregistrer un peu nos données et comprendre les choses. Mais il y a aussi un mode habitude qu'on peut paramétrer nous-mêmes pour la voiture. Je vais prendre un exemple aussi. On a un garage souterrain ou quelque chose comme ça. On va pouvoir mettre sa voiture devant le lecteur de badge pour ouvrir la porte et en fait lui dire quand tu arrives devant ce lecteur, je veux que tu ouvres la fenêtre conducteur pour que je puisse mettre le badge. Et donc en fait à chaque fois qu'on approchera de ce point-là devant ce capteur, et ben ce capteur, je parle pour la porte de garage, hein, mais à chaque fois qu'on arrivera devant ce point-là, la fenêtre s'ouvrira automatiquement et on n'aura pas besoin d'action à faire, ou ni par vocal ou ni par bouton, la fenêtre s'ouvrira automatiquement. Et on peut régler plein d'habitudes comme ça. C'est plutôt rigolo et c'est plutôt amusant. Et c'est fait pour nous simplifier la vie. La dernière chose que je voulais évoquer sur cet intérieur et sur la voiture, c'est l'assistant vocal. L'assistant vocal, il est quand même assez performant. Et donc, on a un bouton sur le volant pour l'activer, mais on peut l'activer aussi très simplement par la voix et lui demander des actions aussi diverses que variées que de nous baisser une vitre, de nous ouvrir le toit ouvrant, de nous régler le régulateur de vitesse de 10 km/h de plus, ou encore de baisser la température de la voiture ou d'activer les sièges chauffants ou d'activer le volant chauffant. C'est plutôt pratique. Il met un petit peu de temps à répondre, mais en même temps, honnêtement, ça fonctionne bien. Donc si on est occupé à quelque chose, c'est agréable. Je vais vous faire la démonstration de la chose. Bonjour BMW. Peux-tu ouvrir d'un quart la fenêtre conducteur? Ok, j'ouvre la vitre du conducteur au quart. Voilà. Alors, ça met un petit peu de temps. Je crois que je ne sais pas comment il est paramétré, mais on peut normalement le paramétrer pour qu'il fonctionne un petit peu plus rapidement. Mais par exemple, bonjour BMW. Peux-tu fermer la fenêtre conducteur?
D'accord, je ferme la vitre du conducteur. Voilà, bon, il met un petit peu de temps, mais c'est bien. On peut le faire aussi avec le toit ouvrant, hein. Je vais citer l'exemple rapidement. Bonjour BMW, peux-tu ouvrir le toit ouvrant? Aucun problème, j'ouvre le toit ouvrant. Bon, c'est plutôt rigolo. C'est un peu lent. Encore une fois, je crois qu'on peut le paramétrer pour que ça aille un peu plus vite, mais c'est rigolo. Bon, je propose qu'on rentre, qu'on fasse la conclusion. Enfin, on va d'abord parler un petit peu de la charge de la batterie, etc. On va faire une petite conclusion et puis je crois qu'on se quittera là-dessus au niveau de la concession. Alors là, on repart pour rentrer à la concession et du coup, je voulais rouler un petit peu avec et vous montrer quand même les deux, trois petites choses qui étaient intéressantes. Alors, je reviens sur le mode adaptatif dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettait en fait tout simplement à la voiture d'apprendre son quotidien et de s'entraîner et d'évoluer sur le terrain en fait, pardon. Eh ben, on était sur les petites routes. Bon, là maintenant on est sur une 4 voies, mais on était sur les petites routes et dès que ça descendait fortement, elle freinait plus que normalement. Dès qu'on était sur une montée, elle avait tendance à accélérer un peu plus pour garder le même rythme. Et en fait, ça, elle le faisait sans que moi je touche à rien du tout. Et du coup, je trouve que c'est plutôt sympa parce qu'en fait, elle se règle toute seule. Encore une fois, c'est une habitude à prendre parce que tout le monde ne va pas aimer ce genre de choses où c'est un peu surprenant en fait aussi au premier abord. Mais moi qui commence à avoir l'habitude de conduire ce genre de voiture, je trouve vraiment ça agréable. Parce que là, c'est fluide, c'est assez bien en place et ça se marie bien. Ah, tiens, j'en profite là, je viens de le mettre sur la voie de gauche, je vais tester le boost. Donc là, j'accélère. Ok, ça accélère bien. Je vais appuyer sur le boost pour enclencher le boost et là, on voit bien pendant 10 secondes, d'ailleurs vous voyez sur l'écran, on voit le petit 5, 4, 3, 2, 1, on est en mode boost pendant 10 secondes, puis on revient à la normale, à l'accélération normale. Franchement, ça marche super bien aussi. Et c'est vraiment chouette de se dire, tiens, j'ai juste un petit bouton à la Fast and Furious, comme si on avait un peu de nitro en plus. Ah là, elle se met à freiner toute seule, alors que je ne suis pas en régulateur de vitesse. Je suis en normal, mais elle se met à freiner parce que je me suis rabattu, il y a une voiture devant, elle la détecte et du coup elle se met à freiner. Ça, c'est grâce à l'adaptative. Alors je voulais juste vous faire un petit point sur la recharge et sur la voiture. Donc pour la recharge, on a effectivement comme d'hab le AC et le DC. Alors j'aime assez les trappes qui sont plutôt sympathiques avec les petits loquets. Ça donne entière satisfaction à ouvrir. Alors on a le AC. Le AC, on est à 11 kW de base pour la recharge, mais celle-ci encore une fois bien optionnée. Elle a une option où on peut monter à 22 en AC, ce qui peut être intéressant dans certains cas. En DC, on va aller jusqu'à 130 kW et il faut dire que la batterie fait 66 kWh. Sur ces 66, qu'on prenne n'importe quelle version de la voiture, la batterie restera à 66. Par contre, celle-ci est une X-Drive 30, mais on a aussi l'X-Drive 20. Alors l'X-Drive 30, elle a un moteur de 250 chevaux. Sur ces 250 chevaux, on a à peu près un peu moins de 400 km d'autonomie. Il existe la X-Drive 20. Alors la 20, fatalement, elle est moins chère, mais par contre, étant donné qu'elle a la même batterie, elle a plus d'autonomie, donc on va monter plus facilement à 450, voire plus. Ce qui, au final, peut être intéressant parce que sur la 20, on est quand même à plus de 200 chevaux. 200 chevaux, c'est honnêtement quand même suffisant pour avoir des bonnes accélérations et pour pouvoir s'amuser quand même un petit peu avec ce genre de véhicule qui, il faut bien le dire, est quand même un véhicule familial. On va faire notre conclusion chez Envergure, c'est la BMW Mini de Charleville-Mézières, qui nous avait prêté cette voiture, cette iX1.
X-Drive 30 pour la précision. Quoi penser de ce véhicule? Alors, je ne vous ai pas parlé du prix, hein. On va en parler maintenant, mais cette voiture-ci, avec cette esthétique-là, le pack M, etc., on est à 61 000 euros. Elle possède en plus beaucoup d'options supplémentaires, et la version, celle-ci que je vous présente aujourd'hui, elle est à 75 000 euros. C'est quand même un fameux budget. Malgré tout, c'est quand même une super voiture. On a beaucoup de personnalisation, beaucoup de technologies embarquées dedans et qui sont faites et pour nous simplifier et pour nous apporter du confort. Franchement, il est très agréable. Je dirais par contre, celui qui cherche à se l'offrir, peut-être regarder du côté de X-Drive 20. Pourquoi? Parce que au final, dans la version X-Drive 20, vous allez perdre un petit peu de chevaux parce qu'on sera plus autour de 200 que de 250. Mais par contre, on aura la même batterie et donc on aura une autonomie supplémentaire. Donc c'est pas indéniable parce que finalement, on va quand même monter, on va passer à 400 km d'autonomie à 450 sur la 20. Donc moi, si j'ai un choix à faire parce que ce modèle m'intéresse, alors je partirai sur la 20. Voilà. Bon, bah, on va la rendre.